Bonjour Maude. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, c'est aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, c'est rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres. En fonction de chacun, et les thématiques seront ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, ma première question, Maude, c'est en tant que maman, navigatrice, femme engagée dans la cité, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Je dirais de prendre tous les risques par amour pour la vie. Moi, dans mes aventures personnelles à la rame ou à la voile, souvent la remarque c'était toujours « mais c'est risqué, hein. Vous vous rendez pas compte quand même, c'est risqué ce que vous faites ». Et du coup, vous n'avez pas... Alors, puis après, quand on m'écoutait parler, moi je disais que j'avais tellement peur de la mort. C'est quelque chose qui est très ancré chez moi depuis petite. J'ai peur de la mort parce que j'ai peur de l'absence de vie. J'ai peur qu'à un moment donné ça s'arrête et qu'on te dise bah ça y est, ton temps est écoulé, t'as assez fait et donc là maintenant il faut laisser la place à d'autres. Et du coup, on me disait, mais alors ça va pas du tout ensemble. Vous partez sur des aventures très risquées et vous avez peur de mourir. Enfin, il y a un côté un peu maso. Et au contraire, moi je dis que j'aime tellement la vie que j'ai tout envie de risquer pour elle. Jusqu'à aller jusqu'à l'extrême limite. Pour certains vont dire se sentir vivant, mais surtout se sentir, oui, je sais pas, en possession de tous ses moyens. Dans le contrôle de son existence, pour essayer de faire taire un peu les évidences. J'aime bien l'idée de faire le choix. Par exemple, quand je suis partie à la rame, j'ai fait le choix d'un tout petit bateau avec un minimum de moyens, de la nourriture lyophilisée à l'arrière, 2-3 vêtements, un habitacle cercueil dans à peine 1 mètre cube dans lequel tu n'as plus d'oxygène au bout de 20 minutes, ramer 8 à 10 heures par jour, être seule, sans accompagnant, rien. Donc j'ai fait le choix de me déposséder de tout, de me mettre donc dans ce côté un peu libéré de toutes ces contraintes et d'accepter ce qui allait se dresser devant moi et finalement de me sentir riche de cette dépossession et de construire coup de rame après coup de rame, jour après jour, et de se rendre compte qu'on se révèle face aux obstacles, qu'on se révèle dans la difficulté. Et j'aime bien finalement cette notion-là. J'aime bien l'idée que le bonheur, il n'est pas forcément confortable. On court tous après le bonheur et finalement, il y a du plaisir dans le dépassement de soi, dans le combat à mener, dans l'objectif difficile, dans le fait de se redresser. Et je prends souvent l'exemple quand je parle à la jeunesse, aux classes, aux étudiants. Voilà, si on te met quelque chose clé en main dans les mains, un diplôme, enfin, je veux dire, il n'y a plus l'intérêt. L'intérêt de sa vie, elle est justement de construire, de modeler. On est comme une pâte que justement les embûches, l'eau, tout ça qui la modèle et qui fait que ça prend un peu du sens. Mais sans ces cours, sans ce travail-là, je veux dire, on n'est probablement pas les mêmes. En tous les cas, moi je trouve qu'il y a... on se construit comme ça par ce chemin-là. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de chemins pas gagnés d'avance, de chemins qui t'amènent à te dépasser et d'une part aussi à être fier de ta condition humaine. Je trouve qu'il faut savoir se mettre en difficulté pour se dépasser et pour sûrement remplacer peut-être tous ceux qui sont partis trop tôt, tous ceux qui rêveraient d'être ou qui auraient pu être des grands Chopin ou des grands artistes et puis qui sont nés ailleurs, où ils n'auront pas eu cette chance et qui seront partis dans l'enfance.
Donc rien que pour ça, j'essaie chaque jour de faire chaque jour un défi et de faire chaque jour un dépassement de soi et donc de prendre des risques pour assumer la chance, voilà, ce qu'on m'a mis dans les mains et voilà, j'essaye de bonifier au maximum ce qu'on m'a donné. C'est génial. Tu as anticipé mes deux questions suivantes qui étaient: as-tu un exemple vécu de ce Boris, tu nous le dis, avec ta traversée à la rame en solitaire, et je t'aurais demandé comment l'as-tu vécu et qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi. Alors tu peux compléter, mais j'entends vraiment cette richesse de dépossession et la révélation face à l'obstacle, le bonheur non confortable. Donc c'est des thèmes d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que je dis souvent que quand je reviens sur ma rame, mes traversées, mon tour du monde, le mât qui tombe, boire son urine, enfin. Et je dis pourtant, je suis en train de vous parler de la réalisation d'un rêve. Pour moi, c'était mon rêve, de réaliser ce qui n'avait jamais été fait par aucune femme, le fait de me retrouver seule au milieu de cet océan, perdue sur cette carte immense bleue et de me dire que c'est coup de rame après coup de rame, volonté après volonté, détermination, préparation, que je suis là où on a rêvé d'être, à cet instant-là précis. Et que finalement, l'homme était capable de réaliser des rêves plus grands que lui. Voilà. Et c'était ça. Pour moi, ces objectifs, ils étaient inconcevables. C'est une immense montagne dont le sommet, naturellement, est dans les nuages. C'est évident que quand on se lance des objectifs ambitieux, ils paraissent difficilement cernables. Et ils sont inquiétants, parce que si vous avez 2 neurones connectés, vous vous rendez compte que c'est compliqué, que ça peut être dangereux, que vous prenez des risques, enfin voilà. Mais que finalement, cet objectif un peu dans les nuages, il va s'éclaircir étape après étape, jour après jour, morceau après morceau. Cette immense montagne que l'on voit face à toi, elle devient jour après jour un peu plus digeste. Et chaque jour, et moi je me le disais quand je ramais, 8 à 10 heures par jour, quoi qu'il en soit, chaque jour j'étais un peu plus près du but. Et donc c'est ce chemin-là il faut se satisfaire en fait de la victoire du quotidien. Bien sûr, il faut avoir ces objectifs très ambitieux et il ne faut pas avoir peur de se fixer quelque chose de très lointain et puis après de lâcher du lest pour essayer justement de voir où est la sortie du labyrinthe, parce que des fois on a un petit peu le nez dans le guidon et donc pour arriver à voir comment s'en sortir, il faut lâcher un petit peu du lest, certaines idéologies, certaines d'habitude, et pour y voir un peu plus clair parce qu'on change justement d'altitude. Et puis après, de s'armer de courage pour que, étape après étape, jour après jour, coup de rame après coup de rame, et que le plus important, c'est pas tellement l'acquisition, on l'apprend quand on traverse la ligne d'arrivée un jour, c'est pas tellement cette médaille qu'on vous met autour du cou le jour de l'arrivée, c'est une acquisition. Bon, rapidement, tu enlèves la médaille, tu la ranges dans un tiroir parce que tu comprends que c'est la concrétisation, non pas l'acquisition, mais la concrétisation jour après jour qui te donne du plaisir, qui te confronte aux difficultés, qui te met face à toi-même, qui te renforce, qui te révèle et qui finalement donne du sens. Et c'est peut-être ce qu'on cherche tous, savoir quel est le sens de notre existence. Alors justement, en termes de sens, Maude, toi, quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation? Pourquoi tu es là? Écoute, honnêtement, basiquement, je me rends compte que moi, ce qui me rend heureuse, c'est mes enfants. Alors, c'est vrai, mais moi, j'ai plaisir, j'ai 4 enfants, peut-être j'espère un jour en avoir un 5e. J'aime cette transmission-là. J'ai fait mes aventures avant d'avoir des enfants parce que j'aimais cette idée de transmettre. Donc moi, j'aime faire passer une certaine émotion et essayer de montrer par l'exemple. Donc je pense que ma mission sur Terre, elle a sûrement été, jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir mettre à exécution les belles paroles qui ont été les miennes. Ça veut dire de se dire, voilà, de un, jamais baisser les bras, j'ai essayé de le montrer quand le mât de mon bateau, le mât de 32 mètres se casse la figure et où je décide de ne pas abandonner, de le réparer, de laisser personne vous dire que c'est impossible, quand je décide, moi, jeune femme, avec du rimel, un jour, d'aller voir un partenaire financier pour lui expliquer que j'allais traverser un océan à la rame, puis un autre, et que j'allais être la première femme à le faire. Voilà, de ne pas se plaindre, d'essayer d'aller au bout,
coûte que coûte, quel que soit le temps que ça prenait, et puis de rassembler une équipe derrière soi et de le faire en lien avec la planète, parce que moi, l'amour de ma vie, c'est l'amour pour ce lien avec l'environnement. J'ai passé plus de la moitié de ma vie sur les océans plus que sur la Terre. J'ai un lien indéfectible avec l'univers naturel. J'aime être à 20 cm de la surface de l'eau avec mes bateaux, de pouvoir mettre la main dans l'eau, d'être en contact avec les baleines, les dauphins, les poissons volants, les tortues. J'aime mettre la main sous l'eau d'un robinet comme j'ai besoin de voir le ciel, de toucher les arbres, de comprendre le lien indissociable entre l'homme et son environnement, le fait qu'on fait partie de cette nature, et je l'ai ressenti de façon très forte, même au large de l'Antarctique, aux confins du monde, au milieu de la banquise, de la glace, des icebergs, de la blancheur, de la beauté, de la bleuté, de se rendre compte que là-bas, dans cet univers où il peut y aller jusqu'à moins 89 degrés, et ben quelque part on se sent presque à notre place, étonnamment, dans cet univers-là. Donc je pense que probablement que modestement, voilà, j'ai une vie, je pense, de résistance et de résilience. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Qu'est-ce qui me donne le goût de vivre? Je pense que c'est l'amour du dépassement de soi. J'aime vraiment l'idée de se dépasser, en tout. Tu en parlais tout à l'heure, face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Oui, je pense que c'est là ce que je voulais dire quand on largue certaines choses, quand on jette du lest comme à l'image du ballon et qu'au final on regarde et là on se rend compte que finalement la solution est à portée de main. Je m'en rends compte quand on est tous amenés parfois vers des moments de difficulté, de mélancolie, voilà, ou de vivre des épreuves, de dire que voilà, à ce moment-là il faut savoir se poser et vraiment se demander concrètement qu'est-ce qui nous ferait du bien, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, en se posant vraiment de façon très ouverte et très honnête ces questions, et ce que j'ai pu faire d'ailleurs moi avant de m'aventurer sur les océans, je savais exactement ce que je pouvais perdre, ce que je pouvais gagner, quelles étaient les failles sûrement aussi qui me poussaient à faire certaines choses et pas d'autres. Et bien se poser ces questions en vérité vous ouvre en fait des chemins, vous rouvre des portes et je pense qu'il faut le but, enfin je sais pas, la plus difficile chose c'est d'être vraiment très honnête avec soi-même et le fait d'être en vérité, de ne pas se mentir, bah, d'un seul coup va vous ouvrir des portes et va vous déverrouiller des cadenas. Est-ce un risque de chance de passer les 15 premières années de sa vie au large? C'est absolument une immense chance parce que moi mes parents m'ont montré qu'on pouvait avoir un rêve, partir pour le réaliser, même si ce n'était pas de la vie de tous et encore moins de la société, et en l'occurrence là, pas celui de la vie de mes grands-parents. Et ça a été une chance également parce que c'est une vie proche de la nature. On a vécu, mes frères et moi, de rien, de la pêche sous-marine de mon père et du simple poisson, des quelques légumes du marché, d'une vie sobre et simple qui fait que moi je suis adaptable partout. Voilà, je peux être bien dans mon petit bateau à rame dans 1 mètre cube à manger de la nourriture lyophilisée. Vous pouvez me poser à un bureau avec mon ordinateur, revenir 48 heures plus tard et que j'aurais pas bougé. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à nos enfants, une adaptabilité et se satisfaire de ce qu'on a en plaisir. C'est-à-dire il y a une phrase qui dit qu'il faut faire le choix de s'enchaîner soi-même. Enfin, je veux dire, on peut faire le choix de se confronter aux difficultés, mais quand on est dans un choix, de ne jamais se laisser imposer. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. De refuser qu'on vous impose quoi que ce soit. Et donc de tourner le problème pour faire en sorte que vous êtes meneur et décideur dans une situation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus parce que tu en as déjà parlé, mais je te demandais, est-ce un risque de chance de traverser les océans à la rame d'ouest en est puis d'est en ouest pour finir à contre-courant à la voile? Ces 3 exploits que tu as fait, entre guillemets, parce que tu en as fait plein, mais en tout cas ces 3-là qui sont vraiment marquants, voilà. Est-ce que dans cette notion de risque de chance au sens
de tirer la résilience et le positif de difficultés, de situations difficiles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Pour moi, quand tu repenses aux trois. C'est vrai qu'avec le recul, quand je repense à mes différentes aventures maritimes, je me rends compte que j'ai grandi avec elles aussi. Ça veut dire que j'ai été différente à la première et à la suivante et encore à la suivante. Le fait de me mettre en risque a été une chance pour moi parce qu'elle m'a révélée, parce qu'elle m'a renforcée, parce qu'elle m'a endurcie, parce qu'elle m'a rassurée, parce qu'elle m'a confortée. Et puis oui, parce que aujourd'hui, on peut dire que je suis bien dans mes baskets et que je sais pourquoi je suis là et que parfois, il faut peut-être aller jusqu'au bout du mur pour voir le mur. Est-ce un risque de chance de préserver les océans, Maude? Alors, les océans, c'est l'avenir de l'humanité. On parle de la planète, de la forêt amazonienne. En vérité, la mer, c'est la moitié de l'oxygène que l'on respire. Voilà. Donc déjà, il faut se dire qu'il y a 4 milliards d'années, la vie est née dans la profondeur des océans. Donc la source de la vie, c'est la mer. Ce sont les océans. L'eau qui coule dans nos corps a la même particularité chimique que l'eau de la mer. Et ces océans aujourd'hui, c'est eux qui régulent le climat. C'est eux qui font respirer un poumon sur 2 qui respire que grâce aux océans. C'est 22 000 médicaments. Donc c'est notre avenir en termes de santé. C'est la moitié de la population mondiale qui ne mangerait pas de protéines s'il n'y avait pas la mer. Ce sont les énergies. Donc ce qu'on a face à nous, notamment on est la deuxième puissance maritime, nous la France, on a une richesse patrimoniale maritime qui est indispensable. Et le comprendre devient maintenant urgent, parce que les océans ont été des grands oubliés dans lesquels on a rejeté inlassablement. Aujourd'hui, c'est près de 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer chaque année. Bon, il est temps vraiment de réagir et de comprendre que tout ce qu'on a rejeté à la mer inlassablement, notre petite planète qui est avant tout bleue et qui est une exception dans le système planétaire, cette petite planète-là, à un moment donné, quand il y a une dégradation pour ce qui fait sa plus grande part, c'est-à-dire le bleu, ça revient dans nos quotidiens et notamment dans notre assiette de sushi. Parce que les fibres, polyester de nos vêtements ou pollution marée blanche, qui sont les marées de médicaments et autres, ça revient dans ton assiette de poisson. Donc c'est presque par égoïsme qu'il va falloir aujourd'hui préserver l'environnement. Il y a un risque pour notre avenir et probablement que ça a été une chance pour moi de les côtoyer d'aussi près pour voir combien aujourd'hui il était temps de tirer le signal d'alarme. Est-ce un risque de chance d'être solitaire? Alors, moi je pense qu'il faut savoir prendre des décisions seul. On ne peut pas toujours dépendre des autres. Il est très important de travailler en équipe. Il est très important de travailler avec les autres. Et moi je suis ce que certains peuvent appeler quand même une communicante. J'aime partager, j'aime échanger, j'aime donner de l'énergie. Ou en tous les cas, voilà, l'échanger. D'être à un moment donné isolé, donc pas complètement seul, mais isolé pour une décision, comme un chef d'entreprise, comme tout un chacun dans nos vies du quotidien, il faut savoir l'assumer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, personne ne saura mieux ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous-même. Et on a tendance parfois à se dessaisir de cette responsabilité en pensant que d'autres vont penser pour soi, que d'autres vont assurer pour soi, qu'il y a toujours un filet au cas où vous tombiez. Enfin, et moi, j'ai aimé cette idée de sans filet et de dépendre que de soi-même et d'être en fait vraiment en responsabilité face au bien le plus précieux qui est sa propre vie. Et du coup, le fait d'être bien en solitaire permet, je pense, ensuite d'être encore mieux avec les autres. Ça risque de chance d'être jugée par certains comme une femme de paradoxe. Personnellement, je ne sais pas si je suis une femme de paradoxe, mais en l'occurrence, je sais qu'il faut avoir le courage d'assumer parfois des opinions différentes du commun des mortels. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants tous les jours. Quand vous avez 2 portes fermées, une qui s'ouvre
et à une foule qui rentre par une porte et pas un seul être humain qui tente d'ouvrir la deuxième, tu te dis qu'il faut qu'on garde tous notre libre arbitre. Rien ne doit vous dominer. Alors, jamais le faire par la violence, jamais le faire par autorité ou par défi personnel ou par revanche. Mais à un moment donné, très humblement et très gentiment, avoir le courage d'assumer des positions qui sont parfois pas celles de tout le monde, qui sont parfois avant-gardistes ou parfois tout simplement en lien avec ce que vous pensez par votre histoire personnelle, par votre expérience. Qui es-tu comme magicienne et que fais-tu en tant que magicienne dans ce monde? Alors, je dirais que mon travail au sein de ma fondation pour l'éducation à l'environnement, voilà, ma part de magie, je dirais, c'est de faire briller les yeux des enfants quand je leur parle de biomimétisme, de bio-inspiration, de comment la peau du requin demain va inspirer nos chercheurs pour recouvrir l'intérieur de nos hôpitaux, parce que la peau du requin est particulière, avec une structure alvéolaire, avec des dendicules, qui évite l'adhérence des bactéries. Et donc on va créer une surface qui empêchera l'adhérence des bactéries dans les centres médicaux, dans les salles d'opération, et qui évitera la prolifération des maladies nosocomiales. Voilà, ça c'est fascinant, ça c'est sous nos pieds. Et à la fois, ce sont 120 millions de requins qui sont tués chaque année uniquement pour leurs ailerons, pour, pour du gaspillage, pour des croyances pas raisonnables. Et donc, c'est de voir comment est-ce que finalement cette nature, elle est fascinante, qu'il y a ce petit ver arénicole qui est sur le bord de nos littoraux, qu'on écrase, qu'on ignore, et qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, et qui va révolutionner la médecine. Il y a un brevet déposé par un Français, il va y avoir un sang qui va être lyophilisable, qui va être transmissible à l'ensemble des groupes sanguins, donc transportable. Voilà, la nature, elle est fascinante. C'est comme si vous aviez devant vous une immense bibliothèque, et cette bibliothèque, vous savez que les livres peuvent potentiellement se brûler, donc ça fait un peu d'énergie, un peu de chaleur, mais vous ne savez pas qu'ils peuvent vous apporter beaucoup plus, parce qu'en lisant tous ces livres, c'est une richesse incroyable. Partages-tu la vision de Jean Vanier? Chaque personne est une histoire sacrée. Moi, j'aime l'humain, donc j'aime les gens dans leurs failles, dans leur parcours. Justement, oui, dans nos contradictions. J'aime vraiment profondément l'humanité, j'aime la différence. Et justement, il faut avoir le courage, chacun d'entre nous, d'assumer nos différences, d'assumer d'être justement pas comme celui de l'autre, mais s'entendre tout en gardant nos différences. Et c'est probablement le plus gros défi qu'on ait à travers le monde, d'arriver à faire en sorte qu'on arrive tous, êtres humains, à vivre sur la même petite planète, tout en gardant nos différences et en se respectant les uns les autres. Et je crois que c'est un grand défi et j'essaie de révéler ça chez mes enfants. As-tu un défaut dont tu souffres, Maud? Probablement une trop grande envie de bien faire qui me pousse à être une grande angoissée de prendre trop les choses à cœur tout le temps. Enfin, une trop grande sensibilité qui fait que derrière une très grande capacité de résistance, une très grande capacité de supporter la douleur même physiquement, se cache une très grande émotivité sur l'humain et qui fait qu'au final tu en souffres chaque jour. Parce que chaque jour la vie est quand même difficile. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière cette émotivité, sensibilité? C'est quoi là? C'est quoi l'intention positive qu'il y a derrière ça? L'intention positive? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Ouais. Ça c'est... mon cœur. Pour moi, c'est naturellement que déjà, de par la base, j'essaye de me dire que ce qui fait chaque personne, moi j'essaye toujours d'en voir ce qui fait le côté positif. Donc par principe, pour moi le verre est toujours à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc de chaque élément,
je tire l'élément positif. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de contrainte. Pour moi, chaque chose que l'on fait, même si elles sont difficiles, même si on n'a pas tellement envie, même si c'est pas le bon jour, on peut en tirer quelque chose de positif. Après, la grande sensibilité, c'est une énorme chance, parce que ça te permet d'être en connexion avec d'autres êtres humains, ça te permet de mieux ressentir. Moi, jamais de ma vie, je changerais ça, et je voudrais être plus dur, plus un robot. Certaines personnes que ça touche moins, voilà, avancent peut-être plus vite, mais de par principe, un, je regrette jamais rien, et deux, ça a été pour moi une grande chance, et je pense que ça fait aussi de moi une bonne maman. Voilà. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Je pense que dans la vie, je ne sais pas s'il faut avoir des mentors, mais il faut prendre quelque chose de positif dans chaque chose et dans chaque journée. Et il faut se dire chaque soir quand on se couche, j'ai tiré tel élément positif de chaque rencontre que j'ai pu faire, livre que j'ai pu lire, image que j'ai pu voir, objet que j'ai pu croiser. Par exemple, ce soir, quand je me coucherai, je repenserai à cette interview et je me dirai, ça m'a forcé à me poser ces questions-là, à revenir à l'essentiel, à faire une petite parenthèse dans une journée pleine de rendez-vous. Et à offrir un message aux jeunes. Voilà, de croire en eux, de se battre pour y arriver, de souvent faire taire l'évidence. Ta vie, Maud, est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Je trouve que c'est probablement prétentieux de dire que l'on est dans l'amour et que l'on... Moi, j'ai toute ma vie eu des gens autour de moi qui ont essayé de m'apprendre à me protéger justement pour ne pas trop être dans cet amour-là. Parce que malheureusement, tout n'est pas qu'amour. Et moi, j'ai eu une vie très privilégiée parce que j'ai été coupée du monde, élevée sur un bateau, à travers les océans du globe, dans une famille très aimante, très protectrice, avec un cadre très précis. Et du coup, j'ai débarqué vraiment tombée dans une fourmilière. Je suis allée pour la première fois à l'école après toute ma scolarité par correspondance en terminale. Et vous imaginez le choc que ça peut être. Donc je peux comprendre celui qui ne se sent pas forcément à sa place. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas appris les codes, quand tu n'as pas mis les barrières qu'il fallait, ou que tu n'as pas acquis la carapace qui aurait pu te protéger, voilà, tu te sens un peu nu dans un monde qui est plutôt cruel. Et il faut apprendre ça. Donc je pense qu'il faut garder une part d'émotivité, d'insouciance, de sensibilité, d'amour, mais apprendre à ne pas être naïf. Et c'est justement en ça que c'est encore plus beau, c'est-à-dire que d'apprendre, comme Marc Aurèle le disait, c'est un livre qui m'avait accompagné dans mes traversées, voilà, d'arriver à comprendre que le pommier ne fera rien d'autre que des pommes. Et donc d'arriver à accepter ça aussi. Et donc d'aimer le monde en connaissant justement à la fois ses désordres, ses injustices, et donc d'essayer d'être au-dessus de ça. Donc voilà, de perdre une certaine naïveté, mais justement développer son amour. En conclusion, Maud, faut-il tout oser demander dans la vie? Ah ben moi oui. Moi, il n'y a pas une journée qui passe sans que je n'ai pas fait exactement ce que je voulais le faire. Voilà, je pense que tu peux tout faire tout en respectant l'autre, en le faisant avec douceur, avec intelligence autant que possible, avec délicatesse, mais qu'il faut naturellement tout oser comme si c'était le dernier jour, comme si c'était, on a déjà une période très restreinte sur Terre, alors il faut vraiment l'utiliser à son maximum. Et l'audace, encore de l'audace, oui, je crois que c'est vraiment indispensable. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Parce qu'elle m'avait été conseillée par Clara Gaymard et que je pense qu'il faut... j'adore ce lien entre
les uns font confiance à d'autres, qui font confiance à d'autres et qui renouent le lien. Et puis d'autre part, j'aime bien l'idée du risque. J'aime bien l'idée de prendre des risques et donc d'oser, de pas rester à ce qu'on vous donne comme ça, de toujours voir plus loin, de voir plus grand, tout est toujours risqué. On peut prendre le risque en traversant la route si jamais tu ne regardes pas à gauche et à droite. Donc le risque, pour moi, il est partout et c'est à nous d'être plus rigoureux, plus préparés, plus déterminés et de préparer pour l'amadouer parce que sinon, à la fois, on ne ferait rien et à la fois, j'ai essayé de le prouver dans mes aventures, l'homme est capable de faire des grandes choses et on n'utilise que 10% de notre potentiel. Enfin, voilà. Donc prenons des risques. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot, s'il te plaît? L'audace. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. As-tu une question? Et toi, c'était risqué de venir m'interviewer aujourd'hui? Ouais. Chaque rencontre, c'est une très belle question. Chaque rencontre, c'est aussi le message que je veux passer aux jeunes à travers ce projet, d'un livre, d'un film, d'une chaîne YouTube. On va voir, on va le co-construire ensemble, voire même d'un mouvement comme le conseillait Fadela Amara. C'est une chaîne incroyable que tu évoquais avec Clara et avec d'autres. C'est une chaîne incroyable. Moi, je ne suis rien en fait. Je suis là aussi un sage-homme. D'ailleurs, j'ai cette intuition qu'il faut aider les jeunes à se poser cette question, à se convaincre d'abord que chacun, moi c'est dans ce sens-là que chaque personne est une histoire sacrée pour moi, c'est que chacun a une contribution au monde. Et qu'aujourd'hui, je rencontre trop d'adultes dans les groupes ou de jeunes, ou ceux que je vois à l'hôpital en tant que bénévole en fin de parcours, qui ne savent soit pas quelle est leur contribution, soit se disent trop tard, si tant est que ça puisse être trop tard à un moment, mais à l'hôpital, quelquefois, c'est trop tard, je suis passé à côté de ma contribution au monde. Voilà. Ce genre de choses. Et donc si tu veux, oui, c'est vraiment chaque rencontre est un risque de chance pour moi là. C'est invraisemblable. Et comment vous pouvez tous me dire oui et comment vous pouvez tous autant nourrir ce message pour les jeunes, c'est merveilleux. C'est objectivement ce qui se passe autour de risque de chance est merveilleux. Merci à toi. Ouais.